Vous retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Jeanne d'Arc mystique, avec les historiens Philippe Contamine et Xavier Hélary. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, une sainte dont tout le monde a entendu parler, évidemment, Jeanne d'Arc. De Jehanne, la bonne Lorraine, comme disait Peggy, nous croyons tout savoir, mais ce ne sont que des clichés. La bergère et les voix, l'héroïque siège d'Orléans, les horribles manigances des Anglais et finalement l'épouvantable cruauté de l'évêque Cochon qui la condamne au bûcher. Il faut pourtant aller au-delà de la légende dorée et pour une fois, cela n'est pas pour réduire la grandeur du personnage. En effet, ce que les historiens ont à nous apprendre nous permet de découvrir une femme incroyable qui est peut-être, comme le dit l'un de mes invités, le personnage le plus important et le mieux documenté du XVe siècle. Et l'un de mes invités, c'est vous, Philippe Contamine. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Contamine, vous êtes membre de l'Institut, vous êtes un très grand spécialiste de Jeanne d'Arc et vous venez de faire paraître Jeanne d'Arc et son époque aux éditions du Cerf. On le montrera à de nombreuses reprises et c'est vous qui dites que c'est ce personnage peut-être le mieux connu du XVe siècle. Et puis mon autre invité, Xavier Hélary, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'université Lyon 3. Vous êtes aussi un spécialiste de Jeanne d'Arc. Et vous avez fait partie de ce grand dictionnaire dont on va parler aussi chez Robert Laffont, Jeanne d'Arc, histoire et dictionnaire. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai commencé à dire en début de cette émission, Philippe Contamine? Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on a beaucoup de clichés sur Jeanne d'Arc et qu'il faut peut-être remettre un peu les choses en place? Même les clichés ont leur valeur. Mais je crois qu'effectivement, plus on creuse le sujet, qui est un sujet fascinant, que je suis depuis quand même déjà un nombre assez considérable d'années, plus on est frappé par la radicale nouveauté du personnage et son unicité. Il y a chez Jeanne d'Arc, compte tenu de sa destinée, compte tenu de son milieu d'origine, compte tenu de son âge, quelque chose d'unique. Or, les historiens travaillent volontiers en série. Et donc, on a du mal à situer, à placer Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc, disons Sainte Jeanne d'Arc, car pour moi, elle est Sainte Jeanne d'Arc, elle est Sainte Jeanne d'Arc telle qu'elle. On a du mal à la réduire, si vous voulez. Donc il y a à la fois la volonté des historiens de dire, bien, c'est une fille de son temps, et en même temps, il y a quelque chose de mystérieux. Donc je n'hésite pas à parler du mystère Jeanne d'Arc. Je ne suis pas le premier à en faire mention, n'est-ce pas? Bon, Peggy et d'autres en ont parlé. Je m'inscris dans une longue lignée, modestement, mais je crois que c'est un peu là la difficulté de l'historien. À la fois, c'est un personnage du XVe siècle et c'est un personnage hors échelle. Alors, peut-être pour commencer, Xavier Hélary, une première question. Est-ce que ce qu'on a raconté de la petite bergère, très pauvre, avec les moutons, etc., est-ce que c'est vrai? Et aussi, est-ce qu'on n'est pas déjà, lorsqu'on s'intéresse à ça, en train de refaire toute l'histoire du XVe siècle? Parce que Jeanne d'Arc, elle habite à un endroit très particulier et elle est dans une position très particulière, en fait. Oui, alors donc elle habite à Domrémy, qui est un village aux confins de... Domrémy-la-Pucelle. Domrémy-la-Pucelle aujourd'hui, qui est donc un village qui est alors aux confins du Royaume de France, qui n'est pas du tout au cœur du Royaume de France, ni en Île-de-France, ni sur la vallée de la Loire. Et tout ce qu'on sait de son enfance, ou une grande partie de ce qu'on sait de son enfance, vient de ce qu'on appelle le procès d'annulation de la condamnation, qui a été fait en 1456 à la demande de la famille de Jeanne d'Arc pour casser la sentence de condamnation qui avait été prononcée en 1431. Et à l'occasion de cette procédure d'annulation de la condamnation, on a fait appel au témoignage des habitants de Domrémy qui ont témoigné de façon un peu orientée, de façon évidemment très positive à l'égard de Jeanne d'Arc. Et c'est de là qu'on tire la plupart de nos informations sur sa grande piété. Mais dès sa vie publique, à partir du moment où elle apparaît, donc en 1429, au début de l'année 1429, on parle déjà de la bergère et les origines sociales de Jeanne d'Arc, la petite paysannerie, sont explicitement connues et mises en avant à ce moment-là.
On est à un contexte très particulier qui est la guerre de 100 ans. Alors la guerre de 100 ans, on en a, ceux qui ont fait leurs études en France, c'est les Anglais contre les Français. Est-ce que les Anglais sont les Anglais? Est-ce que les Français sont les Français? Vaste question. Vaste question. Je pense que quand même, les Anglais étaient les Anglais. Ça, je le crois. D'accord. Il y avait quand même une unité très forte depuis très longtemps, etc., etc. Bon, naturellement, à l'intérieur des îles britanniques, il y avait des nuances, ne serait-ce que les Écossais qui étaient adversaires des Anglais. Mais, en gros, quand même, les Anglais avaient une identité nationale, disons, assez forte, alors qu'en France, c'est peut-être plus délicat, même si, justement, au cours de cette guerre de 100 ans, puisque l'expression est consacrée, et je pense qu'elle est valable, les Français, dans leur ensemble, ont davantage compris leur unité, leur identité, avec d'autres identités, puisque chacun d'entre eux avait ses propres identités, mais il y avait quand même l'identité française qui faisait foi, qui faisait référence. Alors en quelques mots, Philippe Contamine, qu'est-ce que c'est que la guerre de 100 ans? Alors la guerre de 100 ans, l'expression n'apparaît pas telle qu'elle à l'époque, elle date simplement du début du XIXe siècle, mais je crois qu'elle correspond à une réalité. Les contemporains avaient conscience que c'était un très long conflit qui était censé avoir débuté en 1337 et qui s'était achevé tant bien que mal au milieu du XVe siècle. Alors c'est avant tout une querelle dynastique. Une querelle dynastique, comme il y en a tant au Moyen-Âge, il y a d'un côté les Valois et de l'autre les Plantagenets. Et donc les Valois et les Plantagenets, les uns et les autres, revendiquent la couronne de France. Et je crois qu'il faut partir dans le cas de Jeanne d'Arc, de 1420, c'est-à-dire le traité de Troyes, ce qu'on a appelé à l'époque le honteux traité de Troyes. Par ce traité de Troyes, Charles VI, roi de France, adoptait son gendre comme son héritier une fois qu'il aura disparu. Ce gendre, c'est Henri V Lancastre, roi d'Angleterre. Par conséquent, si Charles VI avait le droit de transmettre sa couronne, eh bien, il le faisait au bénéfice de Henri V, et du même coup, Henri V devenait, à terme, roi de France et d'Angleterre. Et à la disparition de Charles VI, alors Henri V, effectivement, est devenu roi de France, n'est jamais devenu roi de France et d'Angleterre parce qu'il est mort avant Charles VI, quelques mois avant Charles VI, mais le fils de Henri V, qui est en même temps le petit-fils de Charles VI, Henri VI, est, lui, roi de France et d'Angleterre. Et à côté de cela, il y a le dauphin, Charles, qui, à la mort de son père, Charles VI, se revendique également roi de France. Donc il y a un schisme royal. D'un côté, le jeune Henri VI, qui a 1 an, et de l'autre, il y a Charles VII. Donc un schisme royal avec une double légitimité, et Jeanne d'Arc est partie prenante de cette querelle. Xavier Larry, il faut aussi expliquer qu'on imagine ça un peu sur le modèle, je ne sais pas, Seconde Guerre mondiale, les Allemands qui envahissent le territoire français. Les Anglais sont déjà sur ce que, par la suite, on appellera le territoire français. Ça nous paraît naturel, le fameux hexagone, mais à l'époque, on n'est pas du tout dans cette configuration-là. Oui, d'autant plus que pendant longtemps, les rois d'Angleterre ont été des princes français, des princes d'origine française, depuis Guillaume le Conquérant, qui conquiert l'Angleterre en 1066, qui était duc de Normandie. Et puis, pendant tout le XIIIe siècle encore, et encore au début de la guerre de 100 ans, c'est un des enjeux aussi du début de la guerre de 100 ans, les rois d'Angleterre sont ducs d'Aquitaine. Et donc, ils sont vraiment... Les deux royaumes sont vraiment imbriqués du point de vue territorial, mais aussi du point de vue culturel. Et pendant longtemps, les rois d'Angleterre sont de culture française, parlent le français, comme les élites anglaises. Alors c'est ce qu'on appelle de l'anglo-normand, mais c'est encore très proche du français à ce moment-là. Alors, pourquoi Jeanne d'Arc intervient là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors effectivement, d'un côté, il y a l'application du traité de Troyes,
par conséquent un roi de France tout jeune, mais qui s'estime légitime, en tout cas, sinon lui, du moins ses conseillers, et notamment son oncle, le duc de Bedford, qui va jouer un rôle considérable dans toute cette affaire. Et puis de l'autre côté, il y a Charles VII qui dit « mais je suis le véritable héritier de la couronne » en fonction d'une loi qu'on a redécouvert au milieu du XIVe siècle et qui s'affirme au début du XVe, qu'on appelle la loi salique, c'est-à-dire la succession de mâle en mâle par ordre de primogéniture. Donc on peut dire que si on applique cette loi, eh bien Charles VII est le roi légitime. Et pour Jeanne d'Arc, Charles VII, c'est incontestablement le roi légitime, puisqu'il est le seul fils survivant à l'époque de Charles VI, alors que Henri V n'est que son gendre. Et comment elle sait tout ça? Et alors vous allez me dire c'est par les voix, mais est-ce qu'il y a des oppositions dans le royaume? Est-ce que les gens connaissent? Est-ce que les gens, j'allais dire, en gros, c'est la question autour de laquelle je suis en train de tourner, est-ce qu'il y a une conscience politique? Il y a, oui, une très forte conscience politique, puisque ça fait depuis 1337 que le royaume de France est en guerre, et les Anglais ont ravagé une grande partie du royaume. Ils sont passés presque partout. La première partie de la guerre de Cent Ans, ce sont ces grandes chevauchées, ces grandes expéditions qui ravagent une partie du royaume. Et puis les informations circulent de façon étonnante à l'échelle du royaume, et on est surpris, comme votre question est tout à fait légitime, on est très surpris de voir que Jeanne d'Arc connaît énormément de choses, non seulement sur la situation politique, sur l'éventuelle alliance que fait le dauphin ou Charles VII avec les Écossais, par exemple, mais qu'elle connaît aussi une partie, en tout cas, de la mythologie royale française, notamment le rôle de Saint-Denis, par exemple, comme protecteur du royaume. Et il y a beaucoup de choses qu'elle connaît. Alors, Don Rémy n'est pas complètement isolé, il y avait des voyageurs, il y avait des pèlerins, il y avait les ordres mendiants, dominicains ou franciscains qui venaient prêcher. La prédication des ordres mendiants était souvent de nature politique. On en voit d'ailleurs un témoignage avec ce frère Richard, qui est un des acteurs à l'arrière-plan de l'aventure de Jeanne d'Arc. Donc effectivement, Jeanne d'Arc est loin d'être ignorante. Il ne faut pas imaginer une jeune paysanne complètement dans son village, dans sa glèbe. Elle est assez bien au courant des choses. Alors, il y a les voix. Alors, je vous propose qu'on entende, une reconstruction, du procès de Jeanne d'Arc, ou plus exactement, on appelle ça les minutes du procès, mais ce n'est pas totalement ça. En date du jeudi 22 février 1431, on va entendre donc Jeanne d'Arc être interrogée par un des membres du procès, de ceux qui l'interrogent, Jean Beaupère, et elle va parler de ses voix. C'est dans la traduction de Robert Brasillac. Quand j'eus l'âge de 13 ans, j'eus une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. Et la première fois, j'eus grand-peur. Et vint cette voix environ l'heure de midi, au temps de l'été, dans le jardin de mon père. Je n'avais pas jeûné la veille. J'ouïs la voix du côté droit vers l'église, et rarement je l'ouïs sans clarté. En vérité, il y a clarté du côté où la voix est oui. Il y a là communément une grande clarté. Quand je vins en France, souvent j'entendais cette voix. Comment était cette voix? Il me semblait que c'était une digne voix, et je crois que cette voix était envoyée de part de Dieu. Lorsque j'ouïs par 3 fois cette voix, je connus que c'était la voix d'un ange. Cette voix m'a toujours bien gardé, et je comprenais bien cette voix. Quel enseignement vous donnait cette voix pour le salut de votre âme? Elle m'enseigna à me bien conduire, à fréquenter l'église. Elle me dit qu'il était nécessaire que je vinsse en France. Sous quelle forme cette voix vous est-elle apparue? Vous n'aurez pas cela de moi, cette fois. Vous écoutez actuellement La Foi est prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, nous parlons de Jeanne d'Arc mystique avec les historiens Philippe Contamine et Xavier Hélary. Alors Philippe Contamine, devant vous, j'ai un peu hésité, excusez-moi, vous êtes l'autorité, sur la nature du texte qu'on vient d'entendre. J'ai dit c'est des minutes du procès, c'est pas exactement les minutes du procès. C'est quoi ce texte-là? Je l'appelle plutôt l'instrumentum. Voilà, c'est Autrement dit, très tôt après la fin du procès, qui s'achève le 30 mai 1431, les autorités
qui avaient mené ce procès, Cauchon et les autres, ont confié la tâche de faire une sorte de présentation du procès à partir des différents documents qu'ils avaient à leur disposition, et notamment des minutes d'interrogatoire que Jeanne d'Arc avait subies. Et donc ce travail a été fait par Thomas de Courcelles, qui était un jeune et brillant théologien, qui a fait, on peut le dire, un très beau travail, car ce procès se lit de bout en bout comme un drame, avec une apparence de raison, d'organisation, etc. Donc on peut dire qu'il faut le lire d'un bout à l'autre, et à ce moment-là, on s'aperçoit à la fois de son unité, de sa subtilité, et en même temps de son humanité, si on peut le dire. Bon. Est-ce que c'est la voix de Jeanne d'Arc, à votre avis? Bon, on a bien compris qu'il y a une petite intermédiaire, mais parce que moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est la fin de ce texte, où elle dit clairement à celui qui l'interroge, ça, vous ne le saurez pas, ça vous regarde pas. En un sens, c'est la voix de Jeanne d'Arc, c'est la voix de Jeanne d'Arc, même si, disons que c'est peut-être pas entièrement rapporté tel quel, mais on la sent. On la sent, même si ce procès est majoritairement en latin. Mais on a conservé une partie des réponses en français de Jeanne d'Arc, donc on peut accepter que c'est en gros la voix de Jeanne d'Arc, d'autant que les greffiers ont toujours dit, les trois greffiers ont toujours dit qu'ils avaient fait honnêtement leur travail malgré les pressions. Et donc ces trois greffiers, c'est très très important, le fait est qu'ils étaient naturellement en activité en 1431, mais ils étaient également en vie en 1456, lors du procès de réhabilitation. Donc, comme ils ont dit, nous avons fait notre travail honnêtement, oui. On ne pouvait pas mettre radicalement en cause les conclusions de l'instrumentum. Il fallait faire avec. Et du coup, on découvre une Jeanne d'Arc avec une sacrée personnalité, si je puis me permettre, qui n'hésite pas à interpeller ses juges, qui manie assez bien l'ironie. Et même un peu la raillerie. Avec de l'humour, oui. Avec de l'ironie, avec de la grandeur. Oui. Et avec ce côté plein d'aplomb qui était logique. Alors quelquefois, quand on regarde en continu, quelquefois elle est manifestement embarrassée. Et donc quand elle est embarrassée, elle dit « passez outre ». En latin, ça devient « transeatis ultra », « passez outre ». Bon, je ne vous répondrai pas, etc. Donc elle est quelquefois sur la défensive. Mais il y a un certain nombre de répliques qui assurément, on fait mouche. Et ça dit son caractère. On sent que c'est une... Enfin, et ça, pour le XVe siècle, c'est nouveau, ça vous surprend je crois que compte tenu de son âge, au moment où elle est née en 1472 probablement, et donc au moment du procès, elle a 19 ans. Hein, c'est une petite paysanne, même si elle a été bien formée par sa maman, etc. C'est une toute jeune. Et donc, elle a un aplomb, une présence d'esprit, une intelligence. Oui. Une intelligence tout à fait extraordinaire. Oui. Alors, ces voix, est-ce que dans le XVe siècle, c'est quelque chose qui est surprenant? Est-ce que c'est... La religion du Moyen-Âge est remplie de surnaturel ou de prétendus surnaturels, il faut bien le reconnaître, etc. Bon, mais je crois que les voix dans l'histoire de Jeanne d'Arc ont plus d'importance, si vous voulez, si je prends cette comparaison, que les stigmates pour saint François d'Assise. Sans les voix, il faut bien dire que Jeanne d'Arc est déstabilisée. Et c'est pour ça qu'au cours du 19e, du 20e siècle, les historiens, Michelet et d'autres, ont dit « mais que faire de ces voix ?» Alors, c'est la voix de la terre, c'est la voix du peuple, etc. Bon, ils étaient extrêmement embarrassés. Et les juges du procès l'ont été aussi. Parce que je pense, après une étude minutieuse, qu'ils ne savaient pas, au départ, que Jeanne d'Arc devait sa mission à des voix, à des apparitions, à des manifestations. Ça a été pour eux très largement une révélation, parce que jusqu'à présent, finalement, il y a une quantité de bruit circulé et tout, mais on ne voyait pas que Saint-Michel, Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite l'inspirent directement. Et donc ça a été pour eux une aubaine extraordinaire, parce que, disons, il y a ces personnages qui apparaissaient très souvent matériellement, corporellement, distinctement, et qui délivrait en gros un message politique
plus qu'un message spirituel. Donc ça a été pour eux un petit peu du pain béni et ils ont mis l'accent pour sortir, pour essayer de savoir ce que Jeanne d'Arc, comment Jeanne d'Arc voyait-elle les voix. Donc il y a effectivement pour elle, ça a été un chef d'accusation majeur, peut-être pas le seul, mais un chef d'accusation majeur. Que faire de ces voix? Xavier Hélary, vous n'êtes pas Michelet, peut-être pour le meilleur ou pour le pire. Vous, donc en ce début du XXIe siècle, vous la classeriez comment? Comme une mystique, comme une folle, comme une hystérique, comment est-ce qu'on fait? C'est très difficile, effectivement, puisqu'il y a un mystère irréductible autour des voix dont elle ne fait pas tellement état, M. Contamine l'a bien dit, elle n'en fait pas tellement état entre 1429 et 1431. Et même dans son camp, les gens ne veulent pas qu'elle insiste tellement sur ses voix. Elle les révèle sans doute à Charles VII, à quelques-uns des conseillers les plus proches de Charles VII, mais dans cette floraison documentaire, cette propagande qu'il y a autour de Jeanne d'Arc au printemps 1429, quand elle va aller libérer Orléans, qu'il y aura le sacre, etc., on dit elle est envoyée par Dieu, c'est la pucelle, la fille de Dieu, mais on ne dit pas elle est envoyée par Saint Michel, Sainte Catherine, Sainte Marguerite. Et donc c'est vraiment, comme l'a dit M. Contamine, au moment du procès, et au cours du procès, même en février, que les juges découvrent qu'elle a des voix. Et d'ailleurs, Jeanne d'Arc commence par dire « la voix ». Et puis ensuite, elle précise et elle dit Saint-Michel, Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite, qui ne lui apparaissent pas systématiquement tous les trois, qui apparaissent à certains moments et pas à d'autres. Et ce qui est très curieux, c'est que Jeanne d'Arc a un petit peu varié au cours de son procès, sur sa ligne de défense, mais sur les voix, elle a toujours, finalement, elle a tenu bon en quelque sorte, et au matin de son exécution, dans ce qu'on appelle l'information posthume, quand le juge, donc l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon, vient la trouver dans sa prison pour la sermonner une dernière fois, eh bien, elle tient bon encore, elle consent simplement à dire « soit bon, soit mauvais esprit, ils me sont apparus ». Et donc, finalement, elle est prête à reconnaître que ce sont peut-être des mauvais esprits, puisque l'Église le lui dit. Mais en tout cas, elle ne dit pas « j'ai menti », elle ne dit pas « j'ai inventé mes voix ». Et là, on est au cœur du mystère de Jeanne d'Arc. Elle a tenu bon, elle voyait quelque chose, d'une manière ou d'une autre. On n'est pas encore à l'époque des grandes chasses aux sorcières, dont c'est la grande c'est la grande découverte que chacun fait. C'est que c'est pas, on est là au sortir du Moyen Âge et la chasse aux sorcières, c'est une affaire de l'époque moderne. Donc, alors pas tout à fait, parce qu'elle-même, dans son procès, elle déclare, elle dit qu'elle a été mise en contact d'un prêtre à Vaucouleurs et que ce prêtre était méfiant à son égard, parce que c'est une jeune femme, voilà, une jeune paysanne, et que Jeanne d'Arc dit elle-même avoir dit à ce prêtre « Approchez-vous, je ne m'envolerai pas ». Et donc, exactement, le reproche qu'on fait aux sorcières plus tard, au XVIe siècle, de le sabbat sur le bâton, le samedi soir, etc. Donc là, il y a déjà quelque chose de ça. Ah oui. C'est justement à cette époque-là que s'invente, le mythe si de on peut la dire. sorcière Oui. apparaît, Oui. dans les années 1430-1440. Donc, on ne peut pas entrer dans les détails. Mais pour les Anglais, peut-être pas pour les Bourguignons, parce que les deux adversaires de Jeanne d'Arc, c'était les Bourguignons et c'est les Anglais, qui n'étaient peut-être pas nécessairement sur la même ligne. Pour les Anglais, et notamment pour le duc de Bedford, auquel j'ai fait allusion, c'était une sorcière. C'était une sorcière, et elle n'a pu vaincre, disons, les Anglais, qui étaient quand même les soldats de sa gracieuse majesté, étaient quand même disciplinés, efficaces, etc., parce qu'elle n'a pu la vaincre que par disons, un procédé d'ensorcellement, d'enchantement, d'ensorcellement. C'est comme ça qu'elle l'a, par ces procédés frauduleux. Donc on peut dire que la sorcellerie et Jeanne d'Arc, ça n'est pas une reconstruction du XVIe, du XVIIe siècle, c'est quelque chose qui, à l'époque, était... Et pour vous, c'est une sorcière? Pardon? Pour vous, c'est une sorcière? Vous allez faire bondir de cette chaise. Non, ce n'est pas possible. Là. Donc le procès, je reviens au procès, le procès ne la qualifie pas ne qualifie pas de sorcière. Mais ce sont les Anglais, en particulier les Anglais, qui, pour elle, incontestablement, il y a de la sorcellerie derrière tout cela. Xavier Hélary, je vais vous demander quelque chose de difficile, de nous résumer ce que Jeanne d'Arc fait de manière militaire.
Orléans, tout ça. Expliquez-nous rapidement pour qu'on puisse après parler du procès. À partir du moment où elle a été reconnue comme étant fiable, même si c'est avec prudence, donc là on est en février-mars 1429, on lui donne une armure, une épée, un étendard. On pourrait s'étendre sur chacun de ces éléments parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Ah si, dites quand même. Ah non, non parce que l'armure, c'est une armure de jeune homme, certainement. L'épée, c'est elle qui la demande dans un sanctuaire qui est à Sainte-Catherine de Fierbois. Donc comment, ça c'est assez mystérieux aussi, c'est une épée qu'elle va ensuite probablement casser. Et puis l'étendard, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça n'est pas du tout le simple étendard des rois de France avec les fleurs de lys, mais c'est une composition très compliquée. Il y a plusieurs étendards et il y a un des étendards qui porte Dieu le Père, un autre qui porte le Christ. Enfin, il y a tout un message politique qui est très très compliqué et qui est pensé probablement par Jeanne d'Arc elle-même. C'est sur ses instructions que l'étendard est fait. Et ensuite, parce que Charles VII, depuis Chinon, où il résidait, n'était pas totalement inactif, donc avait constitué une armée de secours. Et Jeanne d'Arc va être placée, non pas tellement à la tête de cette armée de secours, parce que c'était quand même pas un chef de guerre, même si elle-même se revendiquait telle qu'elle, mais donc c'est les capitaines habituels de l'armée royale qui vont être à la tête de cette armée. Mais Jeanne d'Arc va être une sorte de porte-étendard, en quelque sorte, et c'est le support aussi de toute une opération de propagande destinée à frapper les esprits. Et donc cette armée de secours par de Blois va gagner Orléans, une partie va entrer dans Orléans, et finalement il y a en quelques jours ce siège d'Orléans qui durait depuis septembre-octobre 1428, donc depuis plusieurs mois, qui était prêt de s'achever avec la victoire des Anglais, peut-on penser. Eh bien en quelques jours, la situation va complètement se retourner. Et là, le rôle de Jeanne d'Arc, à la fois militaire, parce que je ne sais pas si elle combat elle-même, mais en tout cas, elle donne des ordres, elle paye de sa personne, elle est blessée, elle agite son étendard. Et donc, c'est elle quand même qui renverse la situation. Et le dimanche 8 mai 1429, les Anglais se retirent. Ils ne sont pas anéantis, mais ils ont quand même subi un très lourd échec. Ensuite, et c'est bien ce qu'il faut voir avec Jeanne d'Arc, c'est qu'il y a quand même l'opinion va changer, le rapport de force dans l'opinion va changer. Et Charles VII avait un peu de mal à recruter, notamment les nobles à son service. Eh bien, ils vont accourir à son service. Et dans le courant du mois de mai, au début du mois de juin, Charles VII va pouvoir constituer une armée beaucoup plus importante, va pouvoir libérer un certain nombre de places, Jargeau, Main-sur-Loire, Beaugency, au début du mois de juin. Alors, je dis Charles VII, non, c'est toujours Jeanne d'Arc qui est, puisque Charles VII est complètement en retrait. Pendant tous ces mois, entre février et juin, Charles VII disparaît presque complètement. Il ne fait même pas son entrée dans Orléans qui vient d'être libéré. Et puis, à la fin du mois de juin, Jeanne d'Arc convainc Charles VII, il semble que ce soit bien elle qui l'ait convaincu vraiment, d'aller chercher son sacre à Reims, puisque la double légitimité, ce schisme royal dont parlait M. Contamine tout à l'heure, bien, ne pouvait être résolu dans l'esprit de Jeanne d'Arc, qui était l'opinion de la majorité de la population, que parce que l'un des deux serait sacré et que Charles VII serait sacré. Du point de vue de la stricte légalité, Charles VII n'avait pas besoin d'être sacré. Il était roi à la mort de son père, de son point de vue. Mais du point de vue de l'opinion, c'était le sacre qui faisait la véritable légitimité. Tout ce sacre qui remonte quand même très loin, qui remonte aux Carolingiens, à Pépin le Bref, qui fait appel au baptême de Clovis et à toute cette mythologie royale. Et donc, le dimanche 17 juillet 1429, à la suite d'une chevauchée à travers la Champagne, Charles VII est sacré et Jeanne d'Arc est présente à ses côtés. Et c'est là que son rôle militaire, finalement, il est là, il est aussi politique, et les événements politiques et les circonstances militaires vont vraiment ici de pair. Aller jusqu'à la fin, elle se fait finalement capturer par les Anglais ? Oui, alors elle est par les Bourguignons. Par les Bourguignons, vous avez raison, par les Bourguignons. Donc les Alliés. Et ensuite vendus aux Anglais. Et ensuite vendus aux Anglais, oui, vous avez raison. Et donc elle est favorable à l'offensive, tandis que Charles VII est déjà en train de vouloir négocier la paix, justement avec le duc de Bourgogne, son cousin. Et donc il y a le siège de Paris, début septembre 1429, et ensuite Jeanne d'Arc est mise un petit peu
en retrait en quelque sorte pendant plusieurs mois, mène 2 opérations à l'automne 1429, mais le cœur n'y est plus, hein. L'ambiance a complètement changé déjà, et en mars 1430, alors qu'elle est presque en résidence surveillée, elle s'évade et elle va en direction de Compiègne, qui est assiégée par les Bourguignons, et visiblement ce qu'elle veut faire, c'est rééditer à Compiègne ce qu'elle a fait à Orléans, c'est-à-dire libérer la ville qui est pour Charles VII, qui tient pour Charles VII des assiégeants qui sont ici des Bourguignons, et c'est là qu'elle est faite prisonnière lors d'une sortie malheureuse, donc à la fin du mois de mai 1430. Alors on va voir ce qu'on lui reproche dans le procès, mais peut-être avant, Philippe Contamine, une question. Est-ce qu'elle est manipulée selon vous? Souvent on parle de la tante ou de la marraine du roi, Yolande d'Aragon, enfin quelqu'un de très important. Est-ce qu'elle est la belle-mère. Est-ce qu'elle est manipulée? Écoutez, j'aimerais bien vous répondre oui. À l'époque des gens, on disait mais elle a été manipulée, instrumentalisée. On pensait surtout, à l'époque, d'après les sources bourguignonnes, Monstrelet et quelques autres, à Robert de Baudricourt. Donc le premier qu'elle rencontre. Le capitaine de Vaucouleurs, voilà. Le premier qu'elle rencontre, le premier qu'il a reconnu en quelque sorte. Et donc, pourquoi pas? Mais une étude un petit peu attentive, serrée, pointue, des parcours politiques et de Jeanne d'Arc et de Yolande d'Aragon me fait penser que Yolande n'a pas eu ce rôle de Dea ex machina, si vous voulez, qu'on lui a prêté surtout depuis le début du XIXe siècle. Il y a encore aujourd'hui des historiens, des écrivains qui pensent que c'est Yolande qui l'a introduit auprès de Charles VII, qui l'a recommandé auprès de Charles VII et qui lui a appris son rôle. Je pense que la difficulté, c'est qu'on a l'impression que Jeanne d'Arc agit sponte sua à travers ses voix. Est-ce que, justement, le fait que ce soit une femme, le fait qu'elle ait un rôle politique et puis militaire important, est-ce que pour vous c'est une surprise, enfin c'est un unicum dans le siècle que vous étudiez, ou est-ce qu'il y a d'autres femmes puissantes? Alors, il y a d'autres femmes puissantes. On vient de parler de Yolande d'Aragon, et il y a un chapitre dans le livre de M. Contamine justement qui explore le parcours de Yolande d'Aragon. Mais un cas comme celui de Jeanne d'Arc, on n'en trouve pas l'équivalent d'une jeune fille, une jeune paysanne. Enfin, là, on ne trouverait pas quand même l'équivalent. Et de fait, c'est très sensible dans la réaction de l'opinion. Elle-même se revendique comme une vierge, comme une pucelle. Elle met ça en avant, tandis que de l'autre côté, du côté des Anglais et de leurs partisans français, c'est une putain. C'est la putain des Armagnacs. Les Armagnacs étant, dans la guerre civile française, ceux qui sont partisans de Charles VII et opposés aux Bourguignons. Donc cette dimension presque sexuelle aussi, de la sexualité de Jeanne d'Arc est très présente dans son aventure. Sa virginité est vérifiée à 2 reprises et c'est bien attesté. Mais justement, on va revenir à ce procès avec la fameuse question que se posent les juges, toujours ce Jean Beaupère qui sert un peu d'avocat de l'accusation, si on peut dire, qui pose la question à Jeanne: Dieu vous a-t-il prescrit de prendre habit d'homme? Dieu vous a-t-il prescrit de prendre habit d'homme? L'habit, c'est peu, la moindre chose, mais n'ai pris cet habit d'homme par le conseil d'homme au monde. Je n'ai pris cet habit et n'ai rien fait, fort par commandement de Dieu et de ses anges. Vous semble-t-il que ce commandement fait à vous de prendre habit d'homme soit licite? Tout ce que j'ai fait est par le commandement du Seigneur. Et s'il me prescrivait d'en prendre un autre, je le prendrais, puisque ce serait par le commandement de Dieu. L'avez-vous fait par ordre de Robert de Baudricourt? Non. Croyez-vous avoir bien fait en prenant habit d'homme? Tout ce que j'ai fait par commandement du Seigneur, je crois l'avoir bien fait, et j'en attends bon garant et bon secours. Vous écoutez actuellement La Foi est prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, nous parlons de Jeanne d'Arc mystique avec les historiens Philippe Contamine et Xavier Hélary. Philippe Contamine, pendant qu'on entendait ce texte que vous connaissez bien, vous me disiez, et je trouve ça intéressant parce que on est vraiment dans le cœur du texte, les Français l'aiment bien, Jeanne d'Arc, mais
il se moque un peu, la pucelle, etc. Est-ce que, c'est ce que le texte dit là, pourquoi cette... Là, je crois que dans les cette textes de moquerie. l'époque, ça n'apparaît pas beaucoup. Non. Mais au XIXe siècle, en même temps que la vénération pour Jeanne d'Arc apparaît à la fois dans les milieux catholiques et dans les milieux agnostiques, on peut dire qu'il y a un contrepoids qui est visible à différents moments et qui fait qu'on se moque un peu de la pucelle, de cette question de virginité, etc. etc. Bon, ça, naturellement, il y a un côté un peu gaulois dans cette espèce de réaction et on la sent en douce, si vous voulez, à bas bruit, dans un certain nombre de textes, de réactions, surtout au XXe siècle. Jean Beaupère n'est donc pas gaulois, comme vous dites, lorsqu'il pose la question est-ce que c'est Dieu qui vous a prescrit de prendre l'habit d'homme ? Là, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que, disons, l'habit d'homme, prendre l'habit d'homme, c'est une transgression. Et puis il y a, disons, un passage du Deutéronome qui interdit ça formellement. Beaucoup de femmes prenaient l'habit d'homme à l'époque, beaucoup de femmes, ne serait-ce que pour des questions de sécurité, ça n'est pas exclu. Mais là, premièrement, elle le revendique, deuxièmement, c'est un habit militaire, et troisièmement, ce qui est un petit peu étonnant, après tout, on pourrait imaginer qu'elle revête son armure au combat, etc., mais qu'au repos, elle se mette en habit féminin. Mais non, elle est constamment en habit d'homme. Il faut l'imaginer, disons, depuis... février 1429 jusqu'en mai 1431, il faut l'imaginer constamment en habit d'homme, et non seulement en habit d'homme, en chemise d'homme, en pourpoint d'homme, mais la coupe de cheveux est une coupe de cheveux masculine. Et donc il faut l'imaginer, comme ses cheveux repoussent, qu'il y avait un barbier, lors de son procès, un barbier payé par le gouvernement anglais, qui lui faisait les cheveux à la mode masculine. Assez étonnant. Ah oui, c'est assez étonnant. Donc, je n'ai pas les comptes. Les comptes ont dû exister, mais ils ont disparu. Mais il faut imaginer l'action d'un barbier. Il semble bien que lors de son bûcher, elle était à la fois en habit d'homme et avec une coupe de cheveux masculine. Mais par contre, c'est pas ça qu'on lui reproche. Enfin, je veux dire, c'est pas pour ça qu'on l'a condamné. C'est plutôt un signe. Parce que le cœur du procès, c'est quoi ? On a essayé de la coincer là-dessus. Oui. Ça, c'est une affaire entendue. Mais je ne crois pas que ce soit tout à fait, même si c'est assez spectaculaire, au cœur même du procès. Cependant, le fait qu'elle a avoué, somme toute, le 24 mai 1431, donc c'est pour ça qu'elle a été graciée, en un sorte, elle a échappé au bûcher, puis ensuite elle est revenue sur ses aveux, et donc elle a été relapse, et donc le fait même qu'elle a été relapse se traduit par la reprise de l'habit d'homme qui avait été astucieusement laissé à sa disposition. Donc c'est quand même important. Oui. Mais je crois que théologiquement, le problème des voix, et puis peut-être le problème de sa croyance à la formule du credo unam sanctam, est encore plus important. Voilà, dans votre livre, c'est ce que vous dites. Vous dites, il y a cette histoire de l'habit d'homme, effectivement, il y a les voix dont on se demande ce qu'elles sont, mais au fond, il y a un problème théologique. Alors, il va falloir expliquer un petit peu rapidement de quoi il s'agit. Unam sanctam et apostolicam ecclesiam. Oui, donc, je crois en l'Église une sainte. Voilà, donc Jeanne d'Arc ne savait pas simplement le pater et l'ave, mais également le credo. Oui. Les demandes... Le credo, qui est un acte, je parle d'avoir quelqu'un beaucoup plus compétent que moi, mais ce n'est pas nous croyons, je crois. Oui. Je crois, et c'est sa mère qui lui a appris le credo. Je ne suis pas sûr que tous les catholiques de nos jours savent par cœur le credo. Je n'en sais rien. En tout cas, surtout pas en latin. Surtout pas en latin. Et donc, en tout cas, on l'a coincée là-dessus. Est-ce que vous reconnaissez unam sanctam, donc une seule Église, et cette Église, elle est représentée par les juges de Rouen. Nous sommes l'unam sanctam, nous sommes l'Église au niveau du diocèse de Rouen. Par conséquent, est-ce que vous êtes soumise à l'autorité des juges de Rouen qui sont là officiellement représentants de l'Église? Alors, donc, c'était une question embarrassante, et quand on regarde un petit peu ces réponses, un petit peu une échappatoire. Donc, mais elle comprend très bien la question. Donc, elle sait ce que c'est que l'Église.
au moment du procès de réhabilitation, on a essayé de dire, mais on lui a, on lui a posé des questions trop difficiles par sa culture, par son âge, etc. On a voulu la piéger, et donc elle est innocente parce qu'elle n'a pas compris. Mais je crois, pour ma part, qu'elle avait parfaitement compris la différence entre ce qu'on appelle l'Église militante et l'Église triomphante. Et elle se réclamait de l'Église triomphante. Donc il n'y avait pas d'ambiguïté chez elle. Donc une âme sanctam, mais également la différence entre l'Église militante, l'Église qu'elle voyait, et puis l'Église triomphante. L'évêque Cochon, oui. Voilà, exactement. Mais c'est intéressant du point de vue de l'histoire des mentalités, parce qu'on a rarement accès à l'intériorité de quelqu'un. Là, on n'a pas... Elle ne se livre pas, évidemment, mais, dans le procès. Mais on voit bien qu'elle est face à un conflit d'autorité, d'une certaine façon. Elle a ses voix qui lui disent quelque chose, et l'Église, qu'elle devrait reconnaître, et aussi en fidélité avec les voix, lui dit quelque chose de différent. C'est absolument tragique. Oui. Et donc, il semble qu'elle ait eu, disons qu'elle a eu recours... Donc elle a nié quand même, on peut dire qu'elle a nié l'autorité de ces juges de Rouen, Cochon et les autres. Bon, en gros, elle l'a nié. Et donc elle a fait appel au pape. Donc elle savait très bien qui était le pape, n'est-ce pas? Bon, et donc, mais elle ne dit pas « je me soumets au pape », elle dit « conduisez-moi au pape » et je lui dirai ce qu'il en est. Et le pape, probablement, sera convaincu, voyez-vous. Et donc, la formule « Dieu premier servi », ça veut dire, disons, au-delà de l'Église, et peut-être même au-delà du pape. Dieu premier servi, il y a une sorte de liaison directe à travers ses voies avec Dieu lui-même. Est-ce qu'on n'est pas là dans, peut-être que je vais trop loin, hein, mais dans ce qui pourrait être presque les prémices d'une forme de réforme, dans le sens où on voit qu'il y a une sorte de contestation entre une autorité ecclésiale et une sorte de conviction intime. Et quand il y a un décalage, eh bien, on essaie de résoudre les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu je ne dis pas que Jeanne d'Arc est Luther, hein, mais qu'il y a ce même conflit entre une église militante, comme disait Philippe Contamine, c'est-à-dire concrète, et puis une idéalité, et il y a un conflit entre ça. Oui, je pense qu'il faut alors se replacer dans le contexte qui est celui de Jeanne d'Arc au début du XVe siècle, c'est-à-dire la fin du grand schisme d'Occident, c'est-à-dire le fait que depuis 1378, il y avait eu 2 et même parfois 3 papes concurrents, et du coup ça a pu instiller quand même chez les fidèles, et notamment peut-être chez Jeanne d'Arc, une sorte de doute sur la légitimité de certaines institutions. Après tout, Jeanne d'Arc avait déjà été examinée par des gens qui étaient sociologiquement très proche de ces juges, c'est à Poitiers, en février ou mars 1429. Elle est examinée par une commission de juristes, de théologiens, de clercs, qui sont partisans de Charles VII et qui disent « oui, il n'y a rien à reprocher à Jeanne d'Arc, on peut lui faire confiance ». Et à plusieurs reprises au cours de son procès de Rouen, elle dit « j'en ai déjà parlé à Poitiers ». Et elle fait référence au livre de Poitiers, qui était peut-être le procès verbal de ces déclarations faites à Poitiers, dans le camp de Charles VII. Et donc, du coup, pour elle, il y avait aussi cette double institution du côté des Anglais ou du côté des Français. Donc, je dirais qu'effectivement, l'Église militante, elle sait ce que c'est. L'Église triomphante, elle sait ce que c'est. Le pape, elle sait ce que c'est. Alors, il y a un organisme qui, justement, prend son départ à cette époque-là, le concile œcuménique de Bâle, qui commence justement à cette époque-là. Et donc je crois qu'au début, elle ne savait pas ce que c'était qu'un concile œcuménique. Mais au cours du procès, on lui a expliqué ce que c'était. Et on lui a dit, dans ce concile œcuménique qui est en train de se réunir, c'est sur ce premier jour, eh bien il y aura des partisans à la fois de Charles VII et de la cause anglaise. Et donc à ce moment-là, c'est une ouverture pour elle. Bon, Cochon s'est efforcé de fermer la porte. Mais enfin, la question a été posée. Est-ce que, après on va arriver à la canonisation, mais dernière question, Xavier Larry, sur le procès, est-ce que Cochon, le fameux Cochon, est cet odieux personnage qu'on a parfois représenté, et est-ce que les juges sont vraiment des personnages détestables, ou est-ce qu'ils font bien leur métier ?
Alors c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'on n'a pas finalement tellement d'éléments. On ne connaît pas aussi bien Cauchon ou ses assesseurs. Ou voilà, la question c'est est-ce qu'ils étaient sincères finalement? Oui. Est-ce qu'ils croyaient que Jeanne d'Arc était inspirée par des démons et non pas par des voix? Et là c'est difficile. C'est toujours le même problème puisque on pourrait faire la comparaison avec les collaborateurs pendant le régime de Vichy. Est-ce qu'ils étaient sincères ou pas? Et là, Robert Brasillac a fait voilà, et là on a quand même beaucoup de gens pensaient, en Île-de-France, dans le vieux domaine royal, pensaient que le traité de Troyes, dont a parlé M. Contamine tout à l'heure, la double monarchie France-Angleterre allait permettre la fin de la guerre, allait permettre une période de paix et de prospérité. Et de ce point de vue-là, leur opinion était qu'il fallait éliminer Jeanne d'Arc, qui était celle qui avait apporté, qui avait relancé la guerre en quelque sorte et qui menaçait l'édifice édifié par le traité de Troyes. Et donc, de ce point de vue-là, ils avaient peut-être une sorte de sincérité. Il est possible qu'au cours du procès, malgré tout, ils aient été touchés. Certains d'entre eux ont été touchés. Cauchon, on ne sait pas, mais sans doute parmi tous ceux qui l'entouraient, qui étaient assez nombreux. D'autres ne l'ont pas été du tout, puisque certains ont changé de camp et ont été interrogés en 1456 dans le cadre du procès d'annulation de la condamnation. Et l'un dit, on sent très bien, il a fait une très belle carrière ensuite au service de Charles VII, après avoir changé de camp, mais il ne croyait pas en Jeanne d'Arc. Il disait, elle parlait trop de ses voix, elle était arrogante. On voit bien que même 25 ans après, il n'était pas séduit, il n'était pas convaincu. Et donc, forcément, leurs opinions à tous étaient différentes, divergentes, mais tous n'ont pas été convaincus. Alors, 1920, donc canonisation. Une canonisation, ça sert certainement la cause du saint et son élévation aux autels, mais ça sert aussi ceux qui font cette canonisation. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette canonisation? C'est une longue histoire. Une longue histoire et nous n'avons plus que 5 minutes. C'est une longue histoire. Donc je dirais qu'à travers le XVIe, le XVIIe, le XVIIIe siècle, Jeanne d'Arc n'a pas été oubliée, n'a jamais été oubliée. J'y insiste beaucoup, à savoir que Jeanne d'Arc ne commence pas avec Michelet. Oui. Donc ça, c'est très important. Mais elle n'a pas été oubliée, mais de façon un petit peu contrastée. Et il semble que, en tout cas, à Orléans, on a eu pour elle un peu plus qu'une admiration, une certaine vénération. Et puis, à partir du milieu du XIXe siècle, avec Monseigneur Dupont-Loup, les autres, Monseigneur Touché et tout, donc il y a une volonté de la part de l'Église au niveau local, le diocèse d'Orléans, pour que Jeanne d'Arc, à la longue, soit placée sur les autels, qu'on puisse lui rendre un culte public. Et donc, il y a des étapes, en particulier 1894, elle est déclarée vénérable, je crois que c'est très important, et puis 1909, elle est déclarée bienheureuse, et on m'a raconté que le pape, qui était à ce moment-là Saint-Pilice, avait accordé cette béatification aux Français pour les consoler de la séparation de l'Église et de l'État. Donc il y avait déjà cette on va leur faire un petit plaisir quand même. Bon, c'était un personnage, parce qu'on a conservé tous les actes de béatification. C'est énorme, c'est un monde, c'est un magma considérable, avec des objections naturellement, l'avocat du diable et tout. Et puis en 1920, eh bien, il y a cette étape suprême qu'on appelle la canonisation. Et je me suis souvent posé la question, est-ce que si la France était sortie vaincue de la guerre de 14-18, Jeanne d'Arc aurait-elle été canonisée? On peut se poser la question, n'est-ce pas? Parce que finalement, dans l'atmosphère du temps, la victoire de 1918, c'est aussi la victoire de Jeanne d'Arc, en tout cas pour les catholiques français. Ce qui est étonnant, c'est que c'est presque aussi une sainte républicaine, d'une certaine façon. Enfin, c'est celle, elle fait l'unanimité du côté, à cette époque-là, du côté des républicains. Oui, c'est-à-dire qu'elle fait l'unanimité, mais elle est disputée, en fait, puisque les catholiques la revendiquent, mais les républicains peuvent la revendiquer aussi en disant, voilà, c'est une fille du peuple qui a été trahie par son roi et condamnée par l'Église. Et de ce point de vue-là, voilà, donc il y avait une façon de revendiquer. Et donc, c'est peut-être aussi une des raisons de ce
ce culte à la fois laïque et catholique qui entoure Jeanne d'Arc, cette vénération qui entoure Jeanne d'Arc, c'est qu'elle a été très disputée pendant de 1870 à 1920. C'est là le grand moment Jeanne d'Arc. Et finalement, la canonisation s'accompagne du vote à l'Assemblée nationale, à la demande de Maurice Barrès, d'une fête nationale en l'honneur de Jeanne d'Arc. Et donc, hommage de l'Église et hommage de la République. Mais ce qui est paradoxal, c'est que finalement, cette double reconnaissance marque un peu le début du déclin pour la vénération autour de Jeanne d'Arc, parce qu'elle a été beaucoup utilisée, notamment pendant la Première Guerre mondiale, et associée parfois aussi au nationalisme, à la guerre. Et donc, à partir de 1920, on sent quand même que la dévotion autour de Jeanne d'Arc commence à diminuer. Eh bien, il faut la retrouver en lisant vos livres. Alors, j'en ai plusieurs fois parlé, Philippe Contamine, Jeanne d'Arc et son époque, c'est paru aux éditions du Cerf. Alors, on a quand même un tout petit peu de temps, vous avez quelques secondes, on va dire, pour expliquer le livre. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, vous faites presque une histoire du XVe siècle à partir de Jeanne d'Arc. En tout cas, ça a été mon ambition. Parcourir le XVe siècle, surtout le XVe siècle français, à partir de Jeanne d'Arc. Parce que, rappelons-le, pour vous, c'est vraiment un personnage emblématique. On peut le dire comme ça. Voilà, donc Jeanne d'Arc et son époque aux éditions du Cerf. Et puis, Philippe Contamine, vous êtes aussi le directeur d'un gros dictionnaire auquel a participé Xavier Hélary et Olivier Bouzy. Jeanne d'Arc, histoire et dictionnaire. Alors c'est à vous, monsieur Hélary, que je vais poser la question. Qu'est-ce qu'il y a dans ce gros dictionnaire ? Alors, nous avons essayé de faire le point, donc ça nous a pris 5 ans, entre 2007 et 2012, sous la direction de M. Contamine. Donc à la fois, il y a une partie histoire, donc qui reprend les éléments de l'histoire de Jeanne d'Arc, puis une partie dictionnaire avec les personnages, les lieux, les notions qui sont liées à Jeanne d'Arc, depuis le XVe siècle jusqu'à aujourd'hui. 1216 pages aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne. C'est sur www.ktotv.com. Vous pouvez regarder cette émission autant de fois que vous le voulez. Et comme je le dis souvent, c'est gratuit. Profitez-en. On se retrouve donc la semaine prochaine.